Salutations tout le monde, donc nous sommes maintenant dans le 35e épisode de la saison 5 du podcast Le Match Ultime. Donc 35, incroyable. Je sais qu'aussi, je tiens à vous dire que le prochain épisode va être le 36e épisode, sera lundi à 20h. Donc l'invité, vous savez qui ça va être parce que je l'avais nommé dans le podcast. Dans le dernier podcast, donc avec Gabriel Parent. Pour ceux qui ne le savent pas, ça va être avec William Ouellette, un gars que je connais très bien, avec qui j'ai été à l'école avec, puis un gars qui joue pour l'Impérial de Saint-Pascal, donc un premier, fait que c'est ça ce qu'il y a assez.
Donc, pour le 35e épisode, on va passer maintenant à l'invité de l'épisode, fait qu'on y va. Donc, pour l'invité du 35e épisode, on reçoit un ancien assistant coach des Stars de Montréal, un assistant coach aussi qui a fait Team Québec, qui a aussi joué pour plusieurs ligues dans les années 2000. On reçoit Philippe Trahan. Donc, salut Philippe. Salut Johnny, ça va? Ouais, toi? Oui, ça va, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation, c'est très apprécié. Ça me fait plaisir. Parfait. Donc, tu peux commencer à te présenter pour ceux qui écoutent ce podcast. Ouais, ben écoute, premièrement, mon nom, Philippe Trahan. Voilà, maintenant, je coach au Cégep Édouard-Montpetit au niveau collégial féminin. Ça fait, écoute, une quinzaine d'années que je roule ma bosse dans le coaching. Effectivement, comme tu l'as dit tantôt, j'ai commencé avec les Stars de Montréal, qui sont devenues les Canadiennes. Après ça, j'ai été pendant 9 ans en chef avec le Boomerang Cégep André Laurando. En même temps, j'étais avec l'Université de Montréal comme adjoint. Puis depuis 2 ans, je suis avec les Martlets de McGill aussi comme adjoint, puis skills coach. Auparavant, écoute, j'ai joué niveau collégial. J'ai roulé ma bosse un petit peu dans les Maritimes, en Ontario. Je suis allé jouer collégial là-bas. Par la suite, j'ai continué mon chemin en deuxième ligue en Suisse. Puis, je suis revenu jouer universitaire à l'Université Concordia une saison avant de faire un petit 2 ans dans la nord-américaine. 2 ans, c'est un gros mot. Là. Ça a été une quinzaine de games. Puis, une game la saison suivante, je me suis blessé au genou. Puis, ça a été la fin de la carrière de joueur avant de commencer à coacher la même année. Fait que, ça ressemble un petit peu à ça. Pas de trouble. Je sais que tu as mentionné que tu as joué pour l'Université de Concordia. Ouais. Pour toi, comment était ton expérience suite à ça? Écoute, c'est ce qui m'a un peu lancé dans le coaching. La préparatrice physique que j'avais à l'époque jouait. Puis c'est elle qui m'a demandé si j'étais intéressé à coacher lorsque je me suis blessé, puis que je continuais à fréquenter l'université à ce moment-là. Mm-hmm. Mon passage dans cette ligue-là, ça a été un bon cheminement. Ça a été quelque chose qui m'a amené à jouer à un autre niveau aussi. Je me suis jamais vraiment caché, en fait, que je n'étais pas le plus talentueux, mais j'avais, je pense, une bonne éthique de travail. Puis, j'étais dédié à ce que je voulais faire, puis j'étais persévérant. Fait que ça m'a ouvert ces portes-là. Est-ce que j'ai vraiment aimé toute mon année là-bas? Non, parce qu'il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Mais, somme toute, je pense que de pouvoir être avec une gang de gars, puis travailler dans le même sens pour atteindre des objectifs spécifiques, c'est toujours le fun. C'est plus au point de vue personnel que j'avais eu peut-être quelques petites déceptions, puis que, bon, à travers le temps, on comprend certaines choses aussi quand on se lance dans le coaching, puis c'était correct. Je reconnais certaines faiblesses que je pouvais avoir à l'époque qui faisaient en sorte que le coach prenait certaines décisions, puis c'était correct avec ça. C'est juste des fois l'ego ou la personne a de la misère à accepter ces décisions-là. Puis on évolue avec ça. Ah, ok. Je sais qu'aussi, tu as joué aussi quelques matchs dans la LNAH Ouais. avec Saint-Hyacinthe. Ouais. Quel a été ton plus beau souvenir suite à ça? Écoute, plus beau souvenir. Premièrement, je pense de jouer mon premier match dans cette ligue-là. À l'époque, je n'étais pas vieux, là, j'avais 25 ans, à peu près, 24-25. Okay. Je ne m'attendais pas nécessairement à craquer un line-up de cette ligue-là, mais je suis content d'avoir eu l'opportunité de rencontrer les coachs que j'ai eus, qui étaient Gilbert Delorme à l'époque, avec Jean Bourgeois. Qui me fait confiance là-dedans. Comme je te disais tantôt, je ne suis pas nécessairement le plus talentueux. Fait que d'arriver avec des gars qui avaient joué dans le pro quelque part, Ligue américaine, une coupe de game dans la Ligue nationale, pour moi, c'était comme wow. Je pense qu'il y a bien du monde qui aurait été heureux de pouvoir vivre cette expérience-là. Puis je me suis trouvé quand même choyé de pouvoir faire ça. Fait que, je te dirais ma première game dans cette ligue-là.
Ça a été un beau souvenir. Mais c'est aussi une ligue qui m'a amené beaucoup de défis. Je suis pas le plus costaud. Puis à l'époque, c'était une ligue qui brasse beaucoup, puis qui était réputée pour ça. Fait que de faire ma place à travers ça, ça a été quelque chose d'intéressant. OK. Je sais que tu as mentionné que Gilbert Delorme a été ton coach. Comment était ta relation avec lui? Ah, écoute, génial. Honnêtement, c'est particulier, là, cette ligue-là, dans le sens où les gars pratiquent ensemble une fois, des fois 2 par semaine. Puis, je trouvais que c'était quelqu'un qui était vraiment funny, qui était quand même à l'écoute des gars, puis que les gars avaient quand même un certain respect pour lui, de la même manière qu'il y avait un respect pour les joueurs qui coachaient. C'était quelqu'un qui était facile d'approche de par sa personnalité, puis je l'ai recroisé quand même une couple de fois après, puis continué à jaser, puis il aurait facilement pu m'oublier aussi, mais non, ça a été... je pense que c'est une super bonne personne, puis ça a été un impact positif sur mon cheminement, entre autres dans le coaching. Là. Oh, surtout que je sais qu'aujourd'hui, il est avec BPM Sport. Je sais que c'est quand même un ancien joueur du Canadien de Montréal aussi, qui était quand même pas pire aussi à l'époque. Exact, il a roulé sa bosse dans la Ligue nationale, fait qu'assurément qu'il avait un vécu. Là, il a joué à Montréal, Détroit, Pittsburgh, Saint-Louis, je pense aussi, puis il en a peut-être fait quelques autres équipes. Mais moi, comme joueur à l'époque, j'ai trouvé ça intéressant d'aller chercher ce bagage-là de petits détails de plus qui font en sorte que tes exigences personnelles passent à un autre niveau. Autant dans ton approche à jouer, dans ton approche à coacher, puis dans ton approche avec les autres gens. Là, c'était des adultes. Je rentrais dans le monde adulte. Là, comme je te dis, j'avais juste 25 ans. Puis ça a été une rencontre intéressante pour moi de ce côté-là. Puis... Oui, c'est vraiment très, très intéressant, surtout que tu as eu un ancien du Canadien comme coach. Puis ça peut arriver, mais c'est très rare. Oui, exact. Je sais que tu as été assistant coach des Stars de Montréal pendant des années. Oui, 6 ans. Comment était ton expérience suite à ça? Écoute, je te dirais que c'est particulier là, dans le sens où ça a été somme toute ma première expérience de coaching. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre. En même temps, là, on retourne à 2009-2010, ma première année. Le hockey féminin à l'époque, les Stars étaient considérés comme professionnels. Là. C'est vraiment l'ancêtre de la victoire de Montréal aujourd'hui. Le hockey était loin d'être ce qu'il est aujourd'hui. Les filles à l'époque devaient payer pour jouer. Les coachs, c'était du bénévolat. Mais après ça, l'expérience d'aller chercher des contacts avec des Olympiennes, avec des filles qui avaient joué au niveau international pour l'équipe canadienne. C'était un peu particulier aussi dans le sens où certaines des joueuses étaient un peu plus vieilles que moi, d'autres étaient de mon âge ou juste un peu plus jeunes. Fait que, c'était, pour moi, j'ai beaucoup appris de ce côté-là. Mais assurément que certaines d'entre elles, à l'époque, avaient un bagage d'expérience et de connaissances aussi qui était probablement plus avancé que le mien. Mais j'ai eu l'opportunité à travers les 5-6 ans que j'étais là. On a gagné, on a perdu une fois en finale. On a perdu une fois en finale, puis on a quand même gagné 2 Coupes Clarkson. Fait que, de faire partie de ce noyau-là, puis de gagner 2 Coupes Clarkson back-à-back, ça a été vraiment, vraiment le fun. C'est ce qui m'a donné la piqûre dans le coaching aussi. Puis, comme je disais tantôt, le hockey féminin manquait un peu d'amour là-dedans. Pour moi, le hockey m'a donné beaucoup. Là, ça m'a donné la conjointe que j'ai aujourd'hui. Ça m'a permis de voyager dans le monde. Puis je trouvais qu'à l'époque, c'était important pour moi de redonner aux autres. Puis c'est un peu ma philosophie aussi, là, de pouvoir redonner de pouvoir redonner aux gens.
Puis, j'ai eu l'opportunité de le faire avec les Stars en commençant. Fait que c'est une belle expérience. OK. Je sais que tu as remporté 2 coupes back-à-back avec les Stars Ouais, de Montréal. exact. Comment tu t'es senti suite à ça? Écoute, je ne sais pas à quel point mon impact a été réel sur ce groupe de joueuses-là. Il y avait des joueuses très, très talentueuses qui ont, dont Caroline Ouellette, Kim Saint-Pierre, Julie Chu. C'est des filles qui sont au temps de la renommée ou qui pourraient potentiellement y être, qui ont représenté leur pays au plus haut niveau. Assurément que ces joueuses-là, j'ai nommé ces trois-là, mais il y en a plusieurs autres aussi là, qui ont eu un gros impact sur le hockey féminin. C'est assurément gratifiant, comme je disais tantôt, de faire partie d'un groupe comme ça. En même temps, je ne veux pas non plus me sous-estimer dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai aidé à accomplir, mais je pense que c'est un travail collectif de joueuses, d'entraîneuses. Les réalités étaient très différentes. On n'avait pas nécessairement accès à du vidéo à l'époque. On avait 2 pratiques par semaine. Les filles finissaient de travailler à 5 heures, arrivaient à l'aréna pour une pratique à 8h30 pour retravailler le lendemain. Il y en a qui conduisaient d'Ottawa, il y en a d'autres qui ça faisait de la route. Là. Les réalités étaient vraiment très différentes. Fait que, d'avoir réussi à accomplir quelque chose comme ça, c'est assurément un fait marquant. Puis, il n'y a personne qui peut nous l'enlever. Puis, c'est ça. C'est un privilège, je pense, d'avoir pu vivre ces expériences-là. Ouais, surtout remporter un back-à-back, c'est vraiment incroyable. Là. Déjà, remporter un championnat, c'est dur à remporter, surtout avant que tu sais que tu n'avais pas remporté, mais quand tu l'as remporté, c'est sûr que tu es déjà habitué, mais gagner un back-à-back, c'est vraiment incroyable. Oui, exact. Tu as de la pression de répéter ton exploit. Puis bon, on a passé proche de le faire une 3e année consécutive. On a perdu en finale contre Boston. Écoute, on les avait battus en round robin à la Coupe Clarkson. Je pense 1-0 ou 2-1. Et puis, bon, ils avaient pris leur revanche en finale. Je pense que ça a fini 4 ou 5-2, 5-3, quelque chose comme ça. Okay. Mais oui, les Panthers l'ont fait les 2 dernières années, puis fait que tant mieux pour eux. Puis, pour nous autres, Oui. c'est un peu la même chose. Là. C'est vrai, c'est vrai. Je sais qu'aussi, tu as été assistant coach pour Team Québec en 2023. Ouais. Comment a été ton expérience suite à ça? Écoute, initialement, je n'avais pas été choisi dans le processus. J'ai appliqué plusieurs reprises là, pour me joindre à l'équipe Québec. Je pense que un peu comme sur la scène nationale, de pouvoir représenter la province, c'est toujours encore une fois un privilège puis une belle occasion de transmettre tes connaissances. Puis c'est ça, j'avais pas nécessairement été retenu au départ. Puis bon, il y a eu quelqu'un qui a dû se désister. Puis on a fait appel à moi. Je suis content qu'on ait reconnu mes compétences à ce niveau-là. Ça a été vraiment une super belle expérience parce que, bon, écoute, ça a commencé ce processus-là pour les Jeux du Canada en 2021, pour les Jeux du Canada en 2023. Fait que, ça a été quand même beaucoup de temps passé à développer des joueuses, à étudier des joueuses, voir qui pourraient composer l'alignement, de travailler avec des coachs avec qui je n'avais pas nécessairement travaillé auparavant, d'avoir des nouvelles philosophies, de voir des nouvelles manières de travailler. C'est enrichissant pour moi. Puis, j'espère avoir été en mesure de pouvoir les enrichir aussi à ma manière, dans certaines manières que j'ai faites. Pour les Jeux du Canada, j'ai adoré mon expérience. J'ai aimé qu'on puisse me faire confiance dans certains changements qu'on a apportés dans les matchs qui comptaient vraiment quand on est arrivé pour un match de médaille de bronze. La compétition était vraiment très, très relevée. Il y a eu des petites surprises qui font en sorte qu'on n'est pas nécessairement reparti là-bas avec une médaille, alors que je pense qu'on aurait pu en viser une. Moi, il m'est arrivé aussi un petit épisode cocasse parce que ma conjointe a donné naissance à mon dernier alors que
j'étais atterri là-bas pour revenir, tu sais, fait que ça m'a fait manquer le premier match du tournoi, puis bon, j'ai été chanceux, j'ai été capable d'être là pour la naissance, je suis revenu à temps, puis après ça, ben, tu sais, de revenir au tournoi, puis de pouvoir y participer. Puis, la même année, bon, ils m'ont reconduit dans le poste d'adjoint où est-ce que je m'occupais des défenseurs pour les championnats canadiens à Dawson's Creek au BC. Fait que, tu sais, de retravailler avec un autre groupe de coachs, de voir encore d'autres méthodes de travail, d'autres approches, d'autres philosophies. J'ai encore trouvé ça vraiment le fun. On avait vraiment, dans les deux cas, des super beaux groupes de joueuses. Ça a été vraiment le fun de travailler avec eux autres. T'sais. Puis là, bon, tu vois, il y en a qui sont déjà commit soit dans la NCAA ou qui ont été représenter le Canada dans les championnats U18 ou U22. Il y en a qui sont commises aussi dans les universités canadiennes. Fait que c'est le fun de voir le cheminement de plusieurs de ces jeunes femmes-là dans leur futur. Okay. Y en a-tu qui ont fait la PWHL? Pas encore, ils sont un petit peu trop jeunes. Ah, OK. Ils sont un petit peu trop jeunes pour ça. Là. Les plus vieilles de 2023 sont rendues à 20 ans, je pense, 21 ans. Fait qu'ils rentrent à l'université ou qu'ils viennent de faire leur première année, ou peut-être la deuxième. Fait que, ils sont pas rendus là, mais honnêtement, je serais pas surpris d'en voir peut-être une ou deux éventuellement, si c'est pas un petit peu plus. Être capable de faire un de ces aliments-là en espérant qu'il y ait peut-être une ou deux ou 4 équipes de plus par le temps qui arrivent à ce niveau-là pour leur donner le plus d'opportunités possible. Ah, OK. Parfait, ça. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui commencent à être coach ou assistant coach? C'est une excellente question. Sois ouvert d'esprit. Okay. Écoute les joueuses, les joueurs. Ouais. Prends les conseils, toute l'information que tu es capable d'aller chercher. Va chercher le plus de formation. Écoute, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles. Puis, tu sais, écoute les athlètes parce que je pense que la plus belle chose que tu peux faire, c'est de créer un partenariat avec ces joueurs, ces athlètes-là. Ils vont t'amener à grandir. Ils ont une vision différente du jeu parce qu'eux autres sont sur la glace, fait qu'ils ont le feeling qui vient avec. Nous autres, on est derrière le banc, fait que notre vision est un peu différente. Puis, plus que tu vas être capable de communiquer et de discuter avec ces joueurs-là, joueuses-là, je pense que le plus tu vas être en mesure de grandir à travers ces expérimentations-là ou cette expérience-là que tu vas aller chercher. Sois passionné par ce que tu fais aussi. De pouvoir enseigner tes connaissances, puis d'avoir un lien direct avec des gens, je pense que c'est un des plus beaux privilèges que tu peux avoir. Fait que sois respectueux dans ton approche, puis assure-toi de pouvoir communiquer le plus clairement possible avec eux autres, puis de bâtir, travaille fort à bâtir cette confiance-là, parce qu'elle est longue à bâtir, mais un claquement de doigts elle peut être complètement brisée, puis tu ne seras plus capable de retrouver cette confiance-là. Ouais, c'est vrai. Hein. Puis, continue de t'instruire. Moi, tu vois, encore aujourd'hui, ça fait 15 ans que je coach, mais j'essaie d'aller voir des pratiques d'autres équipes, entre autres les Canadiens. Je reste à Brossard, fait que quand j'ai des chances d'aller voir leurs entraînements, je vais y voir, puis après ça, ben, j'essaie d'analyser pourquoi ils faisaient telle et telle chose. Puis d'après ça, bon, de regarder leur match pour voir comment ils l'appliquent en situation. Sois curieux aussi, c'est important. Dans la vie de tous les jours, là, pas juste dans le coaching, là, selon moi. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu aurais dit au Philippe Trahan il y a quelques années? Sois patient. Okay. Et, je pense qu'on est dans une génération qui veut que tout aille rapidement. On veut une gratification instantanée, chose qu'on n'aura pas. Sois dur avec toi-même ou exigeant avec toi-même, mais
fais attention à la manière dont tu te parles. Des fois, Ouais. on n'aime pas, se faire dire par les autres qu'on n'est pas bon aussi ou ça, mais on est le premier aussi à se le dire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que quand tu l'entends de quelqu'un d'autre, à répétition, à un moment donné, tu finis par le croire. Puis ce travail-là, subconscient, ben, il est encore plus grand quand tu te le dis, puis tu es 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec toi. Fait que prends soin de toi-même. Continue à travailler fort. Puis, abandonne jamais. Fait que, je pense que à travers le temps, ça a été, je pense, une de mes grandes forces, ça a été de toujours garder la tête haute, peu importe les obstacles que j'ai rencontrés, puis de toujours foncer. Puis je pense que ça fait en sorte que je me suis rendu où je suis aujourd'hui. Mais je pense que je me serais dit ces mêmes choses-là dans le passé, pour m'aider justement à cheminer à travers tout ça. Est-ce que tu as eu des anecdotes drôles concernant le hockey? Oui, je peux pas toutes les compter. Mais oui, écoute, à travers le temps, surtout étant plus jeune au début au collège, des niaiseries, niaiseries au bar quand tu gagnes un championnat comme joueur à un moment donné aussi. Mettons qu'il peut y avoir des fois le party pogne rapidement, fait que ça t'amène à faire des petites niaiseries comme ça. Mais écoute, qui me vient en tête que je pourrais compter. J'ai pas. Écoute, je pourrais peut-être compter en fait mon dernier match que j'ai joué dans la Ligue nord-américaine. J'avais été rappelé à Saint-Hyacinthe pour cette game-là. Puis Joël Thériault, à l'époque, était suspendu. Puis c'est lui que je remplaçais. Puis bon, il se fait pas appeler l'animal pour rien. Là. Ok, ouais. Ok, il était fou. Ouais, écoute, c'est quelqu'un qui est intense. C'est quelqu'un qui... c'est ça, qui était intense, qui avait beaucoup d'agressivité dans son jeu aussi. Puis, écoute, à un moment donné, comme je te dis, j'étais call-up cette game-là. Et puis, la première période, je pense, gros max un shift de jouer, puis c'est tout. Puis on était à Jonquière. Fait que, on vient de faire un 5 heures de boss peut-être. Puis je joue pas beaucoup, ça me dérange pas, mais on perd contre Jonquière, qui à l'époque était pas très très bon. Puis là, bon, Joël, qui est suspendu, rentre dans le vestiaire, puis commence à gueuler, puis pour essayer de motiver tout le monde. Puis en tout cas, il s'en vient devant moi, puis ouais, il me donne un gros char, puis je le regarde, puis j'ai juste les deux yeux grands comme ça, je suis à côté dans le mur, puis plus qu'il crie, plus qu'il s'avance vers moi, puis mes fesses font juste glisser sur le banc, puis j'essaie d'aller me cacher en dessous. Anyway, finalement, après ça, après le match, les gars sont allés le voir pour lui dire, genre, regarde, le kid, il a pas joué, tu n'avais pas de raison d'aller l'engueuler. Il est venu s'excuser dans le boss, puis ça a été fini après ça. Là, ça a été mon dernier match. Là. Ça n'a pas à donner. Après ça, comme je t'ai dit tantôt, je me suis blessé, puis ça a fini là, mais je te dirais que c'est probablement une des choses les plus cocasses qui a pu m'arriver en situation de match. Si tu avais quelque chose à changer dans le domaine du hockey, ça serait quoi? C'est de trouver un moyen de le rendre le plus accessible possible. Écoute, c'est rendu tellement cher, ça n'a pas d'allure. Des patins à 1200$, tu n'as pas ta lame encore. Les bâtons à 400, 500$. Si je retourne dans mon... je comprends que tout évolue, mais à un moment donné, quand je joue au hockey, je suis assez vieux pour avoir joué avec des bâtons de bois. Mais les bâtons de bois, à l'époque, c'était 25 à 30$ le bâton. Puis, ça, c'était dans mes dernières années midget. Passé junior, c'est là que les premiers Easton Synergy sont sortis. Fait que c'était rendu à 100, 120$ le bâton. Mais, je trouve malheureusement que le hockey est un sport quand même un peu élitiste. Là. C'est pas tout le monde qui a les moyens de le faire, de le pratiquer. Puis, pour coacher des plus jeunes, puis de
côtoyer mon plus vieux qui, quand même, bon, il est M15. D'aller dans les arénas, là, des fois d'entendre des parents faire les commentaires qu'ils font, je trouve ça plate. C'est supposé être un sport, un jeu. Les jeunes doivent s'amuser, puis des fois de voir ça. Je te dirais que c'est peut-être les deux choses que j'essaierais de changer au hockey. Le rendre le plus accessible possible en essayant de diminuer les prix, puis les coûts qui sont associés à la pratique du sport. En même temps, je comprends qu'il y a des coûts qu'on ne peut pas tant modifier, les locations de glace et ces trucs-là, mais Ouais, c'est vrai. je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose en quelque part. Puis, c'est ça, de changer un peu la culture parfois toxique autour du sport là, qui commence malheureusement avec les parents. Ah ben c'est vrai, tu as effectivement raison parce que ben honnêtement, surtout quand tu achètes beaucoup de choses pour le hockey, les patins sont très chers. Les bâtons pour jouer au hockey sur glace sont très chers. Même aussi, c'est vrai que beaucoup de matchs dans le hockey, souvent, il y a des parents qui sont trop exigeants envers leurs enfants, qui passent souvent leur temps à toujours crier soit après le coach, soit après les arbitres. Pourquoi t'as pas... pourquoi tu n'as pas donné un 2 à mon gars, à un tel, ou pourquoi tu donnes des punitions à une telle équipe, ou whatever. Hein. C'est ça qui est dommage aussi. Hein. Oui, effectivement. Est-ce que c'est le fait que tout coûte cher, fait que c'est comme si on sentait que les gens nous doivent quelque chose en retour? Je sais pas, on peut pas s'attendre à ce que les jeunes fassent la Ligue nationale non plus. Là. Non. C'est même pas 1%, mais le parent qui inscrit son jeune dans le sport, il le fait en toute connaissance de cause. Là. Il sait que ça va coûter ça, que ça va lui prendre du temps, que ça va lui coûter du temps en déplacement, se rendre à l'aréna pour la pratique, pour les matchs, 1 heure à l'avance, des trucs comme ça. Fait si tu es conscient de ce qui se passe autour, je pense que essaye de profiter du moment. Parce que le temps que tu vas avoir avec tes jeunes, tu vas voir qu'il passe quand même assez rapidement. Puis peut-être qu'un jour, en tout cas, peut-être qu'un jour, certains le regretteront là, d'avoir fait une 4e période dans le char en revenant parce qu'ils n'ont pas aimé la manière que leur jeune a joué tel match. C'est plate un peu de voir ça. Puis je ne veux pas généraliser non plus. Il y a des parents qui ne les entendent jamais dire un mot, puis sont là pour encourager, puis c'est parfait comme ça. Mais je sais que l'année passée, je coachais aussi à l'école où est-ce que j'enseigne. C'est du M15 D1. Puis il a fallu que j'envoie des messages 2 fois dans l'année aux parents parce que c'était à propos de nos propres jeunes dans notre équipe. Ouais, c'est ça. Avoir des choses comme ça, c'est un petit peu déplorable. C'est plate. Ouais. Quels sont tes projets futurs en tant qu'assistant coach? Écoute, honnêtement, j'en ai... je sais pas. C'est une bonne question. J'aimerais rester dans le hockey le plus longtemps possible. Je suis content d'avoir retrouvé un poste en chef au collégial cette année. Je pense qu'on a un beau défi de remonter notre programme puis de le garder en fait dans la bonne direction. Je pense que celui qui était là avant a vraiment fait du bon travail. Bon, j'avance un peu en âge de rester dans le hockey féminin à un moment donné. Je pense que malheureusement, puis heureusement pour le sport, ça fait en sorte que certains coachs vont perdre certaines places parce que bon, ils veulent privilégier les femmes. Puis en soi, c'est correct. En même temps, je pense que ça prend un équilibre homme-femme, autant du hockey du côté masculin que du côté féminin. Là, je pense que les deux côtés en bénéficieraient. Fait que, comme je te dis, j'avance en âge. Peut-être que m'en aller vers du mentorat, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. J'en fais déjà un petit peu à travers des évaluations de coach avec Hockey Québec pour le programme HP1. Fait que, cet aspect-là, je trouve ça vraiment intéressant. Encore une fois, moi, ça me permet de voir des nouvelles choses que je peux potentiellement retransmettre. Mais je sais pas, je te dirais,
passer au niveau suivant encore, essayer de m'en aller peut-être un poste à temps plein dans une université quelque part, comme adjoint ou en chef. Puis qui sait, peut-être un jour la PWHL ou je sais pas. J'ai passé du temps en Europe, j'ai adoré ce temps-là en Europe. J'ai encore des contacts là-bas. Ça pourrait être une opportunité peut-être de prendre une sabbatique à un moment donné en enseignement pour aller coacher là-bas une année. Je sais pas. Je suis ouvert un peu à tout, honnêtement. C'est tout ce qu'on peut vivre, ben, ça peut être intéressant. Pas de trouble, ça. Je sais qu'aussi, tu as été assistant coach. Il y a même aussi, il y a quelques années, tu avais été coach en chef. Est-ce que pour toi, il y a une différence entre coach en chef ou assistant coach? Ou pour toi, c'est pareil? Pour moi, c'est pareil dans le sens où quand je m'implique dans quelque chose, ben, je veux le faire à fond. Évidemment que les responsabilités sont différentes quand tu es en chef. Il y a un peu plus de gestion à faire, mais j'aime, dans la mesure du possible, déléguer le plus possible. Ça revient un peu avec le mentorat que je te disais tantôt. Quand je suis en chef, j'aime bien pouvoir donner l'opportunité aux autres de pouvoir se mettre en valeur. Puis, quand tout le monde participe, ben, c'est gratifiant pour tout le monde. Ça donne envie aux gens de s'impliquer un peu plus parce qu'ils sentent qu'ils ont une importance là-dedans. Puis, j'ai entendu quelque chose de quand même intéressant il y a 1 ou 2 semaines de quelqu'un qui avait justement été adjoint. C'était au basketball. OK. Je ne me trompe pas. Puis, il avait dit, hey, ma job, moi, quand j'ai rencontré mon head coach, il m'a dit, la job d'un adjoint, là, c'est de me rendre le coach de l'année dans la ligue. J'avais trouvé ça intéressant. Oui, ça met une pression sur l'adjoint pour livrer la marchandise, mais c'est juste pour démontrer aussi à quel point la job d'un adjoint est importante. Fait que, c'est vrai. le lien que tu développes avec les athlètes est aussi différent. Souvent, quand tu es en chef, tu es un peu plus le bad cop à travers ça parce que tu as des décisions un petit peu plus dures à prendre. Des fois, c'est de trancher des joueuses de l'alignement pour faire place à d'autres. C'est de faire passer le message aux athlètes que le but derrière ces décisions-là, ben, c'est toujours pour l'équipe et non contre l'athlète. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Je vois la plus grosse différence, c'est vraiment au niveau de la gestion, des décisions qui sont à prendre. Pour le reste, l'implication est vraiment, pour moi, la même. C'est autant de vidéos ou presque, c'est autant de rencontres individuelles. Quand j'étais adjoint, c'était beaucoup avec les défenseurs. Fait que, pour moi, c'est de gérer une petite équipe aussi à travers ça. Fait que je le prenais tout aussi au sérieux, puis je mettais autant de temps que mes moments en chef. Okay. Ça fait pas mal le tour de mes questions. Merci Philippe d'avoir venu. Très intéressant pour vrai. Merci. En tout cas, je te souhaite du succès aussi en tant qu'assistant coach. Peut-être faire la PWHL un jour. Je te le souhaite. Fait que... Ben, merci beaucoup, c'était apprécié. J'apprécie l'expérience, comme je l'ai dit tantôt, premier podcast. Puis pour le reste, on va continuer à travailler fort et à s'ouvrir le plus de portes possible. Parfait, ça. Fait merci beaucoup. Bonne continuité à toi. Merci pareillement. Là. Bon, ben, bonne soirée. Là. Bonne soirée. Bon, c'est déjà la fin du 35e épisode de la saison 5 du podcast Le Match Ultime. Donc, pour le prochain invité, comme que je viens de mentionner, on reçoit William Ouellette, un gars de l'Impérial de Saint-Pascal. Donc, oui, ça va être lundi à 20h. Donc, pour ceux qui veulent regarder ce podcast, n'hésitez pas à le regarder. Il va être enregistré. Donc, et après, il va être publié sur YouTube. Donc, pour ceux qui ont adoré cet épisode, n'hésitez pas de liker et vous abonner au podcast Le Match Ultime sur YouTube. Et on va vous dire à lundi pour le 36e épisode. Salut!